on va revenir chez nous tranquillement. Donc il n'y a pas de Trump, il n'y a pas de Poutine dans mon affaire, il y a nous, il y a les gens et nous en particulier. En fait, je ne suis pas très compétent pour traiter de ce sujet et c'est précisément pour cette raison que je me suis attelé à ce sujet. C'est un besoin de comprendre. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup travaillé aux ponts et chaussées en particulier, dans des cycles de formation continue, et on a été amené à s'intéresser à l'aptitude au changement. Et c'est pour ça qu'il y a le terme de transition qui fait jouer les systèmes de valeurs et l'évolution des systèmes de valeurs. Donc j'ai un peu recyclé ces travaux que j'avais pu... Enfin, moi je ne traduis pas de travaux, moi je fais de la cuisine d'assemblage. Je prends des choses à gauche, à droite et j'essaye de construire un récit qui est le mien. C'est ça que je vous propose. Voilà, donc je vous l'ai dit, je ne suis pas compétent. Donc ce sont mes interrogations que je vais vous présenter. Voilà. Alors, je suis reparti d'une idée assez simple. Hein. J'ai fait comme vous, j'ai lu le journal. On a beaucoup vu ce genre de choses dans le journal. Hein. Le climato-scepticisme est-il une pathologie? C'est une catastrophe en tout cas, même si ce n'est pas une pathologie. Et je me suis dit, ça me paraît être un petit peu plus compliqué que ça. Et j'ai voulu donc plonger pour décortiquer un petit peu cette question-là. Pas en rester à ce niveau d'analyse. Alors, je vais vous montrer des images. Là, voici pour quelque sorte caler le propos, les réponses à une question dans une enquête conduite par la Fondation Descartes. Vous avez lu le titre. Alors, vous voyez, le vert foncé, c'est oui, absolument. Nous sommes. Alors là, on ne parle pas de climato-scepticisme, on dit aux gens est-ce que les choses sont en train de changer? Je vous rappelle l'aptitude au changement. C'est ça mon fil conducteur. Alors vous avez la moitié des gens qui répondent oui, c'est en train de changer, mais regardez le vert clair, la réponse à la question c'est oui, probablement. Et je pense que c'est dans cette catégorie du probablement qu'on va trouver toute une gamme de réponses à cette question du scepticisme ou pas. Alors ceci étant dit, le mot scepticisme me paraît, après avoir plongé dans tous ces documents que je vais vous présenter, je trouve que le mot scepticisme est peut-être pas le meilleur terme qu'on puisse utiliser pour parler de ces positions différentes. Alors, je vous propose un exposé en 3 parties. On va commencer par revenir au système de valeurs. Alors, on va s'éloigner un petit peu du climato-scepticisme, simplement pour comprendre comment fonctionne un système de valeurs. Alors, peut-être parmi vous, y a-t-il des personnalités qui sont rompues à cette question des systèmes de valeurs? Ce n'est pas mon cas. Donc moi, ce que je fais de la cuisine d'assemblage et je me suis servi en particulier de 2 ouvrages que vous connaissez certainement. La France des valeurs, c'est l'équipe de Sciences Po. C'est une enquête européenne qui s'appelle Valeurs. Et puis de l'autre côté, la Conversion écologique des Français, c'est un groupement de scientifiques qui ont conduit leurs propres enquêtes et le nom de ces enquêtes, c'est Système de valeurs et environnement. Et SVEN, S-V-E-N. Voilà. Mais ça ne me suffisait pas et je suis donc reparti de quelque chose de beaucoup plus ancien, c'est cet ouvrage de Ronald Inglehart, 1990. Hein, ça fait donc maintenant on est à plus de 30 ans de la publication de cet ouvrage. Dans les années 80-90, une équipe internationale a conduit en fait une très très grande enquête qui a été suivie plusieurs années de suite pour essayer de voir comment évoluaient des paquets de valeurs considérées comme conservatrices par rapport à des valeurs considérées comme progressistes. C'est bien ça qu'on suit, c'est l'aptitude au changement, elle est dans ce rapport entre le conservatisme et le progressisme. Alors on ne va pas rentrer, on n'a pas le temps de rentrer dans la mécanique, dans la méthodologie, ça vaudrait certainement la peine, mais on pourrait y passer vraiment une soirée plus que complète. En fait, il y a 2 paquets de valeurs et on fait la balance entre ces 2 valeurs. Et le travail qui est fait par tous ces chercheurs a été transcrit dans cet ouvrage qui est traduit en français un petit peu tardivement. Et donc Ronald Inglehart présente ainsi les trois composantes structurantes des systèmes de valeurs. Voilà le dessin qu'il fait dans ce livre. Là, nous avons l'effet de cohorte. Alors, vous voyez que sur l'axe
verticale, vous avez en haut, ce sont les valeurs dites post-matérialistes, on va dire progressistes, et en bas, les valeurs matérialistes qu'on va considérer comme conservatrices. Et puis vous voyez que la cohorte, ben, c'est tout simplement les gens qui sont nés à une certaine époque. Alors, si on arrive à peu près à lire, vous voyez, les gens qui sont nés entre 1896 et 1905, quand on est en 1973, la réponse qu'ils font au questionnaire qu'on leur donne, c'est plutôt des questions, des valeurs dites matérialistes. En revanche, plus vous allez vers les périodes récentes et plus vous avez un rapport entre le conservatisme et le progressisme qui est plus équilibré. Ça, c'est l'effet de cohorte, ça dépend quand vous êtes né. Parce que quand vous êtes né, mais ça, je ne vous fais pas de dessin, vous savez, comme tout le monde, vous êtes dans un contexte familial, culturel, mais aussi un contexte, comme on pourrait dire, Trump et Poutine, ça fait aussi partie probablement du contexte. Alors, deuxième effet structurant, c'est l'effet de cycle. Donc voilà comment Engelhardt représente schématiquement l'effet de cycle. C'est-à-dire, quand vous vieillissez, vous devenez matérialiste. Quand vous vieillissez, vous êtes moins progressiste. Bon, je pense qu'on pourrait dire, ça nous arrive aussi. Voilà, donc les idées de la jeunesse ne sont pas forcément les idées de la vieillesse, et ça se dessine de cette façon-là. Tout le monde, plus ou moins, est confronté à ce genre de questions. La troisième composante qui modifie le système de valeurs, Engelhardt l'appelle l'effet de période. Donc l'effet de période, c'est quelque chose qui vous bouscule pendant votre vie. Alors qu'est-ce qui peut bousculer pendant votre vie? Je ne sais pas, je regardais hier soir à la télévision le documentaire sur le procès de Klaus Barbie, j'imagine quand même qu'il y a eu des périodes de l'histoire assez récentes qui sont susceptibles de bousculer totalement votre système de valeurs. D'ailleurs, c'est ce que disait une partie de ces personnes qui s'exprimaient hier dans ce film. Donc, on pourrait dire peut-être qu'au Japon, Fukushima représente quelque chose de suffisamment important pour produire un effet de période. Alors, est-ce que l'effet de période est durable ou pas durable? Est-ce que ça, bon, tout ça, ça fait partie précisément des enquêtes réelles. Alors, je vais vous montrer maintenant le résultat de ces enquêtes, de cette vague d'enquêtes. Voilà ce que ça donne entre 1970 et 1988. Il y a donc, en effet, quelque chose qui ressemble à l'effet de période en plein milieu. Alors, Engelhardt et ses équipes se sont demandé, qu'est-ce qui peut produire cet effet de période. Alors évidemment, il y a tout un tas d'interrogations statistiques qui sont faites, et finalement, ce qui ressort le mieux, c'est ça. Ce qui ressort le mieux, c'est le taux d'inflation. Et là, pour que ça colle à l'image, c'est l'inverse du taux d'inflation qui est représenté. Sinon, on aurait effectivement à chaque fois une image inversée. Donc là, on voit bien que c'est ce qui permet le mieux de répondre à cette question du chahut, finalement, avec l'effet de période. C'est-à-dire que vous faites plonger vers les valeurs matérialistes quand vous avez un problème qui porte sur votre niveau de vie, sur la sécurité vis-à-vis de votre niveau de vie. Bon, voilà ce qui se passe. Alors, je me suis dit, est-ce que l'inflation contemporaine, ça se voit dans les enquêtes qu'on peut nous présenter sur les questions environnementales? Et donc, j'ai été évidemment dans les travaux de l'ADEME sur les représentations sociales du changement climatique. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous avez une courbe rouge. Alors, pas la courbe orange. La courbe orange tout en haut, c'est l'emploi. Est-ce que l'emploi est une préoccupation première? Mais la courbe rouge, vous voyez, elle plonge vers 9%, pendant que la courbe bleue, qui monte en flèche jusqu'à 38%, c'est « Êtes-vous préoccupé par la hausse des prix ?» Oui, c'est le premier item relevé pour 38% des gens. Donc on voit bien quand même que c'est quelque chose qui est capable de bousculer complètement la façon dont on considère les priorités. Évidemment, là c'est la 23e vague, effectivement conduite par l'ADEME. La 25e vague, que je ne vous ai pas représentée, on voit cette ligne bleue qui montait en flèche redescendre légèrement. Comme ce sont des pourcentages, ça fait remonter évidemment un petit peu le reste. Là, c'est la sensibilité à un effet de période. Voilà. Et donc, cette lecture d'Engelhardt, pour moi, ça a été quand même
quelque chose qui me permettait de comprendre un petit peu comment les choses bougent. Évidemment, Engelhardt a été critiqué. Depuis 1990, on n'a pas manqué de critiquer sa méthode, de la compléter, mais presque toutes les études que j'ai pu consulter sur ces questions-là font référence à Engelhardt. Donc manifestement, ça a été quand même, cette grande étude internationale, c'est quand même quelque chose d'important. Alors maintenant, je vais vous proposer, pendant 1 minute ou 2, si vous voulez bien, de participer à la réponse à cette question qui a été posée. Alors ça, c'est un sondage d'opinion, une enquête d'opinion qui a été faite et qui est présentée dans ce livre qui s'appelle La fracture de Frédéric Dabi. On a proposé aux gens, sur ces 20 notions, d'en retenir 10 et de les classer. Donc c'est comme ça qu'on cerne le système de valeurs, c'est à travers des notions. Moi, je vous proposerais volontiers une chose, retenez 3 de ces valeurs et classez-les. Prenez 1 minute, puis après, je vais vous montrer le résultat. Qu'est-ce que vous voulez retenir de toutes ces notions pour dire les 3 notions qui ont pour moi le plus d'importance? Et c'est cruel parce qu'on vous demande de les classer. Donc il faut trier, puis classer. Choisir, classer. Voilà. Donc on ne peut pas répondre, il y en a plein qui me plaisent. Voilà. Excusez-moi, monsieur, mais il faut classer ces types de valeurs, ces évaluations, en fonction de quoi? En fonction de vous. De l'intérêt qu'on y porte, mais En fonction de vous. de l'importance que vous... Absolument. Mais à propos du climat. Ah non, là, c'est une enquête qui a été faite, toute valeur, et ensuite on va revenir sur le climat. Voilà. Toutes valeurs confondues. Alors, il n'y a pas du tout, mais vous avez le mot climat. Vous avez le mot climat dedans. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Ah, là, elles sont classées par ordre alphabétique. Hein. C'était un minimum. Voilà, bon, on va pas faire ça pendant 107 ans, simplement pour maintenant regarder les résultats. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous allez avoir envie de voir le résultat. Oui, la colonne de gauche, ça va de A à L, et puis de M à S pour la colonne de droite. Hein, c'est l'ordre alphabétique. Bien. Alors, je vais vous montrer le résultat, et on peut passer un petit peu de temps dessus. On a demandé à des personnes selon leur tranche d'âge. Donc là, je vous montre les vieux d'un côté, les jeunes un peu comme nous, enfin pas tout le monde, hein. et puis les jeunes. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a des valeurs qui sont à peu près classées de la même façon. J'en ai repéré 2 là, liberté ou modernité. On est à peu près au même niveau. Et puis il y a quand même des valeurs qui sont fondamentalement différentes. Vous voyez, les personnes de nos âges, sauf pas tout le monde, on met France en tête. Le mot France n'apparaît pas dans les 10 choisis par les 18-35 ans. En revanche, on peut être étonné de voir apparaître la famille. Le mérite remonte en flèche, la solidarité remonte en flèche, la famille et la solidarité. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans toutes les enquêtes qui ont été conduites, en particulier le Crédoc, etc. On voit bien, dans la jeune génération, remonter cette demande d'encadrement, d'une certaine façon, et de solidarité. Les valeurs qui plongent, la notion de progrès n'a pas l'air d'intéresser considérablement la jeune génération, probablement parce que ça fait partie du quotidien. Voilà. Mais cette image que je vous montre, pour moi, elle vient dans mon raisonnement sur cette affaire du changement générationnel. Voilà. Et c'est une question importante parce que pour absorber les questions relatives à l'écologie, c'est-à-dire le climat d'un côté et la biodiversité de l'autre, effectivement, le changement générationnel est une clé de compréhension. Donc là, notre climat ne fait pas partie des 10 notions retenues par les personnes qui ont été amenées à choisir. Hein. Voilà. Alors, en effet, on n'était pas, comme vous l'avez remarqué, on n'était pas spécifiquement sur des questions climatiques. Mais on avait le mot climat quand même.
Bon. Alors ça, c'est une enquête qui remonte à 2-3 ans. Bon, voilà. Donc moi, à ce stade, je vois à peu près comment fonctionne le système de valeurs, et je vois que dans la transition, on a vu que l'effet de cohorte était important, et donc moi, le changement générationnel est un fil conducteur maintenant, pour moi, pour aborder cette question du rapport au changement climatique. Je préfère dire le rapport au changement climatique plutôt que le climato-scepticisme. Alors, on va donc passer au climato-scepticisme, au scepticisme tout court, c'est-à-dire des ensembles de doutes sur les propositions qu'on fait aux gens. Alors, c'est là qu'on peut évidemment utiliser ce travail assez considérable de l'ADEME. Donc peut-être que ce n'est pas nécessaire de supprimer l'ADEME tout de suite. 25 vagues successives qui permettent, comme vous l'avez vu sur la figure tout à l'heure avec la remontée de la hausse des prix, là, permettent d'avoir une vision quand même de longue distance. Alors ce n'est pas tout. Il y a 2 autres grandes enquêtes actuelles. L'une conduite, alors à gauche, Information et engagement climatique, c'est écrit en tout petit, c'est la Fondation Descartes, qui a conduit des enquêtes assez précises. Et puis d'autre part, Parlons Climat, qui a rendu son rapport sur le climato-scepticisme, et c'est lui qui a servi pratiquement de une à beaucoup de journaux pendant une petite semaine. Voilà. Alors, on va regarder comment finalement ces enquêtes nous parlent du scepticisme devant le changement climatique. Voilà une première figure. Ça, c'est une enquête Ipsos, comme vous le voyez, dans laquelle, alors vous avez toujours plus ou moins 50-55% des gens pour qui le changement climatique est dû à l'activité humaine, ça ne fait pas de doute. Donc ça, c'est le bleu clair ici. On est, dans presque toutes les enquêtes, on est entre 45 et 55. Bon. En revanche, que se passe-t-il pour l'autre moitié? Alors, comme vous le voyez là, c'est assez subtil, hein. Le changement climatique est dû à un phénomène naturel comme la Terre en a toujours connu. Comment vous réagissez à cette formule? C'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'a défendu. Est-ce que c'est faux? Voilà, et c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas le sujet. Sauf que c'est pas faux. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne savez pas, il y a quand même 7% des gens qui répondent « je ne sais pas », alors bon, mais surtout, ce qui est intéressant, de mon point de vue, devant ces filles, il y a 7% des gens qui disent « on ne peut pas savoir ». Et ça, là, on a effectivement une quantité de gens. Alors, vous voyez que le noir, c'est « nous ne vivons pas de changement climatique actuellement ». Nous ne vivons pas de changement climatique. Alors, ça, c'est tout à fait... Alors, ces gens-là, on les a appelés les, comment dit-on, les déniélistes, quelque chose comme ça, les gens qui sont dans le déni. C'est ça. Bon. Bon, il n'y a pas de changement climatique. Alors, peut-être on va rentrer M. Trump dans cette catégorie noire. D'ailleurs, c'est notre bête noire aussi. Bon. Alors, je vais vous montrer un deuxième système d'enquête, tout de suite. C'est l'enquête de la Fondation Descartes. Vous avez déjà vu une petite image tout à l'heure. Et là, maintenant, on demande aux gens quelle est la cause du changement climatique. Donc, on retrouve nos 50% de gens qui disent bah oui, c'est... Alors, regardez, la Fondation Descartes, c'est des intellectuels. Hein. Le changement climatique est essentiellement causé par l'activité humaine et pas causé par l'activité humaine. C'est pour ça, vous comprenez, que je perds mon latin à force de regarder tous ces sondages où chaque fois, c'est dans la nuance de la question posée. Évidemment, en jaune, vous avez notre grosse catégorie qu'on avait déjà vue un peu tout à l'heure. Il est autant causé, regardez, à la Fondation Descartes, ils ont été subtils et cruels envers les gens qu'ils interrogeaient. Il est autant causé par l'activité humaine que par des phénomènes naturels. Comment vous répondez à cette question, vous? On vous dit, êtes-vous d'accord avec cette formule? Tout est dans le haut temps. Eh bien oui, mais c'est là que vous comprenez qu'on a rangé dans les climato-sceptiques des gens qui étaient probablement des idiots intégraux. Et puis quand on regarde la réponse à cette question-là, on se dit ben non, parce que nous-mêmes, on ne sait pas très bien ce qu'on aurait pu répondre. Donc on voit bien
on voit bien qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans toutes les enquêtes d'opinion, hein, c'est comment on pose la question. Et puis là, évidemment, il n'y a pas de changement climatique, on se retrouve seulement avec 1,7, donc à la Fondation Descartes, on devait interroger des gens triés peut-être autrement, puisque ils sont un peu moins nombreux. Alors, quand on prend ces catégories, on voit bien qu'on ne peut pas s'en tenir à ce que les journaux ont rapporté. Finalement, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué. Et puis, ça va faire venir un petit peu plus tard dans l'exposé, et ça complique un peu les choses, le rapport entre la conscience environnementale d'un côté et l'adhésion à des pratiques environnementales. Et cette distinction entre les deux, effectivement, amène des gens, vous allez le voir, à se positionner plutôt dans le jaune, plutôt dans la catégorie tout à l'heure des gens qui pensent que le changement climatique n'est pas forcément dû aux activités humaines, ou du moins pas entièrement dû aux activités humaines. Alors une autre question qui m'a intéressé, c'était le rapport, je me suis dit à ce stade, c'est le rapport entre le changement climatique d'un côté et la perte de biodiversité. Parce qu'on est dans un changement global. Et le changement écologique, c'est à la fois la biodiversité et le changement climatique. Donc il y a du CO2, mais il n'y a pas que du CO2. Il y a qu'à force de tout tripoter, on a aussi un problème avec la perte de biodiversité. Et d'ailleurs, dans les océans, il y a un lien complet, un lien mécanique entre effectivement la biodiversité de l'océan et sa capacité à travailler le CO2. Donc en fait, là, l'enquête de l'ADEME pose cette question ouvertement. Voilà comment ça se présente, à nouveau, entre 2000 et 2022. La préoccupation principale, c'est le climat, c'est la courbe bleue, et la préoccupation sur la biodiversité, c'est la courbe rouge. Et là, on voit bien que cette courbe rouge monte en puissance progressivement jusque vers 2017-18, et puis qu'ensuite elle va stationner, puis légèrement plonger, alors qu'évidemment, ce sont des pourcentages, la courbe bleue, elle, remonte. Et c'est là que se pose la question que tu soulevais tout à l'heure, Bernard, c'est quel est le rapport de l'opinion publique, finalement, à la connaissance scientifique. Et ce rapport, il passe par quoi? Et c'est là qu'une grande partie de la fondation du travail de la Fondation Descartes était sur ce sujet. Comment faites-vous pour vous informer? Et bien entendu, alors là, on a une différence générationnelle phénoménale, mais ça, c'est même presque banal. J'ai presque honte de le dire. Les jeunes, réseaux sociaux, les vieux, c'est le journal en papier. Bon, je résume, je caricature un peu. Mais c'est vrai que, bon, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Bon, donc en fait, la question c'est comment s'informe-t-on? Et quand ça passe par la presse ou quand ça passe par les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a un effet, il y a malgré tout un effet d'amplification qui est lié aux médias eux-mêmes. Donc là, pour l'instant, la biodiversité apparaît comme un phénomène probablement moins grave que ce qui se passe du point de vue climatique. Évidemment, quand vous avez la télévision qui vous montre des inondations partout, des incendies, des choses comme ça, bon, évidemment, vous êtes plus sensible à ça. Je pense qu'il y a une réactivité très forte en permanence aux questions qui sont posées. En revanche, la question du changement générationnel sur ces sujets-là, voilà ce que je vais vous montrer maintenant, toujours à partir des enquêtes de l'ADEME. Sur cette image-ci, j'ai sélectionné 3 critères sur 12 propositions pour voir comment réagissaient les 15-17, 18-24 et 65 et plus. Donc la hausse des prix, parce que c'est dans la période actuelle avec cette inflation, on va considérer que pour la hausse des prix, ce n'est pas un discriminant très fort entre les générations. En revanche, on voit évidemment une différence très forte entre la question environnementale, transition écologique, dans la jeune génération par rapport aux 65 ans et plus. J'ai pris l'immigration, parce que dans tous ces critères, sur les 12 critères, vous voyez, ce soir, on n'a pas le temps, mais on pourrait analyser les 12 critères. C'est extrêmement intéressant et on peut évidemment faire débat. J'ai choisi immigration parce qu'on sait très bien que c'est aussi quelque chose politiquement particulièrement sensible. Finalement, la jeune génération, vous voyez, elle est à 10 points au-dessous de 65 ans et plus.
Bon, voilà. Donc, ce changement générationnel, moi je pense que le changement générationnel, c'est quelque chose qui me réjouit. Mais sur cette figure, on voit bien que c'est quelque chose qui fracture sur un certain nombre de questions qui sont posées. Alors, quand vous êtes à presque 50%, pour les plus jeunes, 15-17 ans, les 15-17 ans, ils sont au lycée, a priori. Presque tous, pas tous, mais encore beaucoup. Vous êtes à près de 50%, c'est leur premier sujet de préoccupation, vous tombez à 30% pour les personnes plus âgées. Donc là, c'est 20 points de différence. Donc c'est un gros discriminant. Alors moi, je reste sur ma faim, et vous sur moi aussi, parce que ces enquêtes ne sont probablement pas assez développées pour qu'on puisse croiser les 15-17 ans, les 18-24 ans et les 65 ans et plus, pas seulement en fonction de leur âge, mais en fonction du reste de leur vie. Le reste de leur vie, c'est la famille dans laquelle ils vivent quand ils sont très jeunes, les niveaux culturels de la famille dans laquelle ils vivent quand ils sont très jeunes, les rémunérations. Et c'est évidemment quelque chose d'important, mais je n'ai pas ce croisement-là. On n'accède pas à cette donnée-là qui serait certainement très importante parce que petit à petit, il y a dans ce travail que j'ai fait pour vous présenter, mais finalement, ce que j'ai trouvé, il y a cette question qui monte en puissance petit à petit et les laisser pour compte dans tout ça. On ne les voit pas apparaître dans ce type de croisement. Alors, deuxième façon d'envisager cette fois les tranches d'âge, eh bien, c'est la question de la biodiversité d'un côté et réchauffement climatique de l'autre, c'est-à-dire en fait la figure que vous avez eue pour tout le monde tout à l'heure. Alors, réchauffement climatique, c'est pas un problème. Alors, c'est encore une fois, il y a 9 propositions, et là, c'est un peu plus compliqué. On dit qu'est-ce qui fait partie de vos 2 principaux sujets de préoccupation, ce qui fait que les pourcentages dépassent 100, évidemment. Donc, le réchauffement climatique est un assez faible discriminant. En revanche, la perte de biodiversité est quelque chose qui alerte plus les 65 ans et plus que les plus jeunes. Donc là, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec cette espèce de décrochage entre biodiversité et climat, on le retrouve ici au niveau des tranches d'âge. En revanche, les plus jeunes sont très sensibles à la pollution de l'air. Alors, il nous manque quand même, dans ces 9 propositions de l'ADEME, des choses qui sont en train de monter en puissance aujourd'hui. C'est, par exemple, l'usage des produits phytosanitaires dans l'agriculture, qui est aussi une source de pollution d'une certaine façon. Cette question-là n'est pas posée dans ces enquêtes encore aujourd'hui. Alors que c'est une question qui devient sensible, mais là c'est pareil, vous avez lu le journal, vous avez vu, et comme Eda, tu l'avais fait dans la microbiographie qui était dans l'annonce, je suis actuellement engagé dans une mission de conseil sur les cancers pédiatriques autour de La Rochelle, dans la plaine d'Aunis. Donc ces questions-là n'apparaissent pas. Donc chaque année, l'ADEME se pose évidemment la question de savoir ce qu'on doit rajouter comme question. C'est ce que le CREDOC fait aussi dans sa grande enquête sur les aspirations et modes de vie. Alors, parvenu à ce stade, que font ces chercheurs qui essayent de déterminer des profils? Et c'est ça qui va nous ramener un petit peu à la question beaucoup plus compliquée que le climato-scepticisme, des profils de comportement devant, 1, la conscience des choses, et 2, les pratiques qu'on développe. Donc c'est ma troisième partie. Alors, on a évidemment Parlons Climat qui a découpé finalement ces enquêtes qualitatives. Parlons Climat, ce n'est pas du quantitatif. Ce sont des entretiens et des verbatims. C'est la raison pour laquelle c'est, pour moi, quelque chose d'un petit peu plus difficile à cerner. Et vous voyez qu'on aura probablement, j'en profite pour faire passer une page de publicité, j'avais proposé qu'on crée un petit groupe de travail pour poursuivre sur tous ces sujets, en les approfondissant, en faisant venir peut-être des experts cette fois, et non pas des saltimbanques comme moi. Et donc, j'en profite pour une page de publicité en disant, j'espère que cet exposé, je fais ça en plein milieu, pas à la fin,
j'espère que cet exposé va faire que quelques-uns parmi vous ont envie qu'on fasse un petit groupe pour se mettre à travailler un peu sérieusement. Parce que du coup, dans Parlons Climat, c'est un travail très compliqué puisque ce sont des collections de verbatim. Et moi, je n'ai pas eu le temps, et parce que c'est un vrai travail d'investigation qu'il faut faire à partir de centaines de verbatim. Mais là, finalement, le travail de Parlons Climat vous montre qu'on peut faire des profils. Et le profil qui serait pour nous dans le Club Condorcet, eu égard à nos sujets affectionnés, ce serait plutôt de plonger dans la catégorie des climato-lésés. Les climato-lésés sont des gens qui demanderaient pas mieux que de s'intéresser un petit peu plus au climat et à la biodiversité, mais qui disent qu'ils n'en ont pas les moyens. On va revenir sur cette question. On fait revenir à nouveau cette notion de laisser pour compte. Voilà, qu'il va falloir approfondir. Plus tard, il faudra en revenir, après qu'on ait travaillé. Alors, je me suis du coup un petit peu éloigné de ce Parlons Climat, et je me suis rapproché de l'enquête système de valeurs et environnement du groupe de chercheurs dont je vous ai montré le livre tout à l'heure. Et j'ai fait, alors, je ne me suis pas trop cassé la nénette, j'ai fait ça un peu au brouillon, comme on fait dans les marges des cahiers quand on s'ennuie à l'école. Alors, je vous relate en gros, par cette seule image, une vingtaine de pages d'explication du livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous voyez sur l'axe horizontal, on a des niveaux de pratique. Évidemment, ces niveaux de pratique, on les interprète en termes de pratiques favorables à la protection de l'environnement, on va dire un mot clé, sobriété. Et puis sur l'axe vertical, ce sont les niveaux de concernement. À quel point les gens sont concernés par quelque chose, et c'est le concernement de quoi? De la conscience environnementale. Et il y a 4 catégories, il y a 4 profils qui ont été faits par ces chercheurs. Vous avez en bas, à gauche, ceux qui font partie d'un groupe appelé consumérisme assumé. J'ai du mal avec les termes qui ont été choisis par ces enquêteurs, mais on va comprendre. Les consuméristes assumés sont des gens qui se fichent éperdument des pratiques environnementales. D'ailleurs, vous voyez, c'est dans sobriété moins et conscience environnementale moins. C'est là qu'on va trouver des gens qui disent le changement climatique, peut-être pas, on ne peut pas savoir. C'est plutôt ça, hein, ils sont là-dedans. Alors à côté, ce qui me fascine, c'est la frugalité sans intention. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie de frugalité sans intention? Eh bien, on met des gens qui sont sobres, mais qui ont une conscience environnementale nulle. Bref, c'est les pauvres. Alors, ils ont des bagnoles déglinguées, mais ils ne font pas beaucoup de kilomètres. Ils ne prennent pas l'avion pour aller visiter un musée à Saint-Pétersbourg. Donc, en fait, leur bilan carbone, il n'est pas bon à l'échelle locale, mais quand on le met en comparaison du bilan carbone des consuméristes assumés, il est évidemment nettement meilleur. Donc, en fait, ils sont sobres par obligation. Ça, c'est la question des laissés pour compte. On va y revenir. Bon. Et évidemment, ils sont au même endroit dans la conscience environnementale et complètement différents dans les pratiques. Bon, alors maintenant, on va regarder, on ne va pas s'intéresser trop aux éco-cosmopolites, parce que ça, c'est des gens qui ont une très forte conscience environnementale et qui ont un niveau de pratique très élevé. Alors, par exemple, ils prennent un vélo sans machin électrique pour pédaler mieux. Par exemple, ils ont leur potager bio, etc. Bon, on va les mettre dans cette catégorie-là. En revanche, ce qui est intéressant et assez perturbant, ce sont les éco-consuméristes. Ils ont une conscience environnementale élevée, mais des pratiques environnementales nulles. Alors, comment on fait ça? Alors, évidemment, et vous mettez où? Voilà, moi je suis prof un jour, prof toujours, je suis désolé, je vous pose la question, vous vous mettez où? Chacun est en train, pour l'instant, je pense, devant cette image, de se mettre dans une case. On ne va pas faire un sondage. Bon, voilà. Alors ça, je vais vous montrer maintenant comment ces 4 catégories répondent à 4 questions précises qui leur ont été posées. Et puis on terminera l'exposé de cette façon-là pour ensuite qu'on puisse entrer peut-être en dialogue. Alors voilà, ça c'est un tableau un petit peu compliqué, un petit peu long.
on va prendre le temps. Donc vous les retrouvez, consumériste assumé, la frugalité sans intention, etc. Alors, êtes-vous préoccupé par le changement climatique? Les consuméristes assumés répondent au quart. Un quart seulement sont préoccupés par le changement climatique et la frugalité sans intention, 22%. Effectivement, ils répondent de la même façon. Le changement climatique ne me préoccupe pas vraiment parce qu'il y a tellement d'autres problèmes qui me préoccupent dans la frugalité sans intention que ça, c'est probablement un peu secondaire. Et puis vous voyez que dans les deux autres catégories, vous montez à 40%, là vous avez 20 points d'écart. C'est important. Alors, êtes-vous préoccupé par la perte de biodiversité? Là, les écarts sont beaucoup plus resserrés. Beaucoup plus resserrés, c'est-à-dire le consumériste assumé est plus préoccupé par la biodiversité que par le climat. Mais là encore, il est très voisin de la frugalité sans intention. Et évidemment, chez les échos, ça monte. Alors, les deux autres questions sont celles qui m'ont le plus interpellé, personnellement. L'action citoyenne est insuffisante. Êtes-vous d'accord avec cette phrase? 86% des consuméristes assumés et frénétiques pensent que l'action citoyenne est insuffisante. Comment vous reliez ces choses-là? Alors évidemment, dans la frugalité sans intention, c'est un petit peu différent. En fait, ce sont des gens qui sont caractérisés par un niveau de concernement nettement plus faible, et par conséquent, on comprend ça. Donc, quand même, l'action citoyenne est insuffisante, disent les gens qui se fichent complètement de ça. Et là, qu'est-ce qu'on doit convoquer? C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un petit groupe pour travailler. On va convoquer une autre notion qui est pour moi assez mystérieuse, c'est la notion de dissonance cognitive. Donc là, on a un grand auteur, Léo Festinger. Léo Festinger, il y a 40 ans, qui a lancé aussi une notion très critiquée. La dissonance cognitive, ça ne veut pas dire qu'on est en contradiction. Ça veut dire que pour résoudre la contradiction, on invente quelque chose qui n'est pas vrai. Et la forme la plus extrême de la dissonance cognitive, c'est le complotisme. Voilà. Mais c'est une question qu'il faudrait, dans ce petit groupe qu'on va faire, essayer d'interpréter dans le cadre du changement climatique, bien entendu. Alors maintenant, regardez la quatrième ligne. Il m'est difficile de faire quelque chose d'utile au service de l'environnement. On comprend très bien que la frugalité sans intention dit, écoutez, voilà, donc à 60%, ils disent, moi je ne sais pas ce que je peux faire d'utile. De toute façon, ça va avec le niveau de concernement assez faible. Bon. En revanche, vous êtes quand même à 46% chez les consuméristes assumés, autant que dans les échos cosmopolites. Très, très étonnant. Voilà. Donc, si on veut plonger dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On lit le bouquin. Ce que j'ai fait. On lit le bouquin, et dans le bouquin, on commente le tableau, comme je viens de le faire, et je suis toujours un petit peu à la recherche, quand même, de la clé de compréhension de ce qui distingue. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est là qu'il faut faire revenir Parlons Climat avec ces fameux verbatims, parce que ce sont des gens qui expliquent, qui argumentent leur position. Donc on voit très bien qu'entre la méthode, et il y a toujours dans mon exposé depuis le début une question de méthode quand même, la méthode finalement de l'enquête Sven d'un côté et de l'enquête Parlons Climat, purement qualitative, sont deux méthodes qui doivent évidemment être mises en relation l'une avec l'autre. Ce que je n'ai pas fait dans le cadre de cet exposé. Je ne voulais pas trop vous assommer. Ce que vous avez vu ce soir, c'est pour moi mes niveaux d'interrogation. J'ai plus de questions que de réponses. Je pense que vous aussi. Maintenant, alors on va pouvoir entamer, je présume, un moment d'échange, et c'est la raison pour laquelle c'est fini. Je suis surtout fier de cette dernière image.